Bonsoir à tous, lundi 3 juin, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Jusqu'au 9 juin, ce sont les journées nationales contre la leucémie. Elles visent à sensibiliser le public à la maladie et à lever des fonds pour la recherche médicale. La leucémie touche 9000 personnes par an en France, dont plus de 9% d'enfants et d'adolescents. J-4 avant le début de la Coupe du Monde féminine de football, c'est en France. Les Bleus affrontent vendredi la Corée du Sud. Un match d'ouverture qui se prépare en ce moment à Clairefontaine en Yvelines. Ce matin, l'entraînement des joueuses tricolores était ouvert au public. Et puis ça ne vous a pas échappé, le soleil et la chaleur étaient de retour ce week-end dans les Yvelines avec des températures au-delà de 30 degrés. Certains en ont profité pour se rafraîchir avec des jeux d'eau proposés à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Des représentants également du groupe local de Greenpeace Versailles seront sur ce plateau. Nous parlerons avec eux de la question de la gestion des déchets nucléaires. Une semaine après la débâcle aux élections européennes des Républicains, Laurent Wauquiez démissionne de la présidence du parti. Il l'a annoncé hier soir dans le 20h de TF1. De nombreux élus du mouvement de droite avaient demandé son départ après le résultat de ce scrutin. LR a obtenu 8,48% des voix, soit son plus mauvais score dans une élection nationale. Après cette démission, la réaction de plusieurs Yvelinois. Valérie Pécresse salue la décision de Laurent Wauquiez. La présidente de la région Île-de-France parle également de la nécessité de la reconstruction au sein des Républicains. Reconstruire sur une ligne d'ouverture et de rassemblement, le souhait de Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. L'élu salue également le choix de Laurent Wauquiez. Il a pris une décision courageuse, affirme Pierre Bédier, à la mesure de l'échec des Républicains aux européennes. Autre réaction, celle d'Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains à la région Île-de-France. Le conseiller municipal d'opposition à Trappes et vice-président de Saint-Quentin en Yvelines souhaite qu'une nouvelle ligne politique claire soit définie au sein du parti et que toute alliance avec le Rassemblement national soit écartée. Il était l'invité de nos confrères de BFM TV. Après la décision de Laurent Wauquiez, on ne sait pas encore ce que les choses vont donner. La réalité est simple, il faut que tout le monde se mette autour de la table et donc j'imagine que le bureau politique va être convoqué. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un congrès, quelque chose qui permette de refonder complètement les choses, mais encore une fois, au terme d'un vrai travail de fond où on arrête aussi une ligne politique claire qui rappelle par exemple qu'on est favorable à l'initiative privée, à l'économie de marché. Donc on rappelle notre attachement à la baisse de la dépense publique qui est peut-être l'un des angles morts d'Emmanuel Macron. Et puis aussi notre refus absolu de toute alliance avec le Front National. En France, la maladie concerne environ 9000 personnes par an. La leucémie touche aussi de nombreux enfants et adolescents. Depuis samedi et jusqu'au 8 juin, ce sont les journées nationales contre la leucémie. De nombreux événements se déroulent dans l'Hexagone, dont quelques-uns dans les Yvelines. Pour en parler, Pascal Halt sur ce plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Grégory, et merci pour votre accueil. Merci de votre présence. Alors vous êtes le président de l'association 100% la vie. Elle organise ces journées nationales. C'est d'ailleurs la 6e édition cette année. Quel est l'objectif de cet événement ? L'objectif, vous l'avez rappelé, c'est bien sûr d'informer et de sensibiliser le grand public, puisque c'est une maladie bien que rare qui est quand même assez fréquente chez l'enfant, le petit, le nourrisson comme l'adolescent, sous sa forme aiguë, et sous sa forme chronique chez l'adulte, pour le senior, au-delà de 45 ans. C'est une maladie qui se soigne de mieux en mieux, qui se soigne bien, puisque chez l'enfant, on arrive à des taux de guérison, même s'il faut toujours les prendre avec prudence, et j'aime pas parler de taux dans les aspects humains, de l'ordre de 85%, et chez l'adulte, c'est nettement moins. Mais ce qu'il faut souligner, c'est deux choses. D'abord, les traitements sont longs et lourds. Des chimiothérapies, c'est au moins 1 an de traitement. Puis après, la longue attente, des 5 ans, pour être sûr d'être en état de guérison. Et le deuxième point important, c'est l'avènement de gros progrès, surtout en matière d'immunothérapie, ce qu'on appelle la nouvelle immunothérapie, qui est en fait de l'ingénierie cellulaire des globules blancs et qui permet qui autorise des résultats spectaculaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette recherche progresse contre la maladie ? La recherche a toujours progressé. Elle a débuté, je lisais les archives il n'y a pas tellement longtemps, quand même, dès 1730, par un Français, Joseph Liottot, qui avait identifié les globules blancs. Et ensuite, 19e, 20e siècle, elle n'a cessé de progresser. Dans les années juste après la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des chimiothérapies modernes. Après, il y a eu de longs travaux de scientifiques, de professeurs, pour, en termes de clinique, d'adapter les molécules qui étaient faites pour les adultes aux enfants.
Et depuis les années 2010-2012, on a aussi vu l'avènement de chimiothérapie orale spécifique, des traitements ciblés, ce que l'on appelle en termes un peu scientifiques les inhibiteurs de tyrosine kinase, qui bloquent en fait le mécanisme de leucémogénèse. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on peut avoir l'espoir qu'un jour cette maladie soit définitivement battue ou... Alors non seulement on peut, mais on le doit. Un petit clin d'œil à 100% la vie. Quand cette association a été créée, on guérissait de l'ordre de 60% des enfants contre 0 dans les années 60. Aujourd'hui, on est à 85%. Nous, on se bat avec d'autres pour être à hauteur de 100% un jour, et surtout 100% pour tout le monde. Et on parlait tout à l'heure de sensibiliser. Pourquoi il faut sensibiliser aujourd'hui? C'est une maladie qu'on connaît peu. Pourquoi il faut sensibiliser le public? Je ne dirais pas que c'est une maladie qu'on connaît peu. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les collèges et lycées, universités. Il y a toujours quelques élèves qui viennent me voir en fin d'exposition pour me parler, me dire qu'ils connaissent, ils ont un ami l'année dernière, un élève, etc. Et ça pose donc aussi la question d'un accompagnement psychologique qu'on met à leur disposition, une cellule psychologique pour les élèves et puis pour le corps enseignant, pour les aider. Et puis c'est surtout une cause, et cette cause, si vous voulez, comme toutes les causes, si on n'en parle pas, si on se bat, si on se bat pas si on ne la fait pas vivre, eh bien voilà, elle se dilue dans le magma de la société. Donc chaque année, il faut en reparler. Alors à l'occasion notamment de ces journées nationales. Alors il y a eu un premier week-end qui s'est déroulé avec notamment des collectes organisées à Sartrouville et Saint-Germain-en-Laye, d'autres actions bien sûr partout en France. Est-ce que les premiers retours sont bons sur ce premier week-end? Alors ils sont bons, ils sont humainement extraordinaires. Vous savez, c'est émouvant d'avoir connu des gens il y a 3, 4, 5 ans qui ont perdu un proche, perdre un enfant, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et parfois, ce sont les grands-parents qui redynamisent, qui redonnent de l'espoir, qui retirent la famille vers le haut. Moi, j'ai eu ce dimanche, j'étais à Méru dans l'Oise. Je salue la famille de Monsieur Dahan, qui a organisé sa deuxième course en la mémoire du jeune César décédé en 2016 à 4 ans, et qui est un succès. Cette année aussi, j'ai rencontré des amis, des collègues chez Orange que je salue aussi, qui ont organisé une quête au marché de Saint-Germain, au carrefour de Montesson et de Sartrouville. Sartrouville, c'était le week-end dernier. Montesson, ça sera le week-end prochain. Enfin, de fil en aiguille, c'est tout un réseau d'amitié, de bonne volonté qui se dresse, qui se noue, et c'est très important, et c'est chaleureux. Il faut continuer de se mobiliser, ça c'est très important. Vous le disiez, une collecte qui est organisée samedi prochain, ça c'est au carrefour de Montesson de 10h à 19h30. Oui. Je salue le directeur, Monsieur Simon Fourreau, qui nous fait confiance pour une nouvelle année. Et puis, il y a toujours la possibilité de faire un don en ligne, sur http://, ce sont des dons en ligne sécurisés, contre la leucémie.org. Avec le site de votre association qui s'affiche. Justement, un mot pour terminer sur votre association 100% la vie qui organise ces journées nationales. Quelle est votre action tout au long de l'année justement contre cette maladie qu'est la leucémie? On a 4 types d'actions, comme toutes les associations de cet écosystème. Le premier, c'est bien sûr de l'information, de la sensibilisation. Pour tout ce qui est don de moelle osseuse, s'inscrire sur les fichiers de donneurs, c'est important. Dans certains traitements, il est indispensable de trouver un donneur de moelle osseuse pour une greffe. On a plusieurs associations qui gravitent autour de nous, dont Ensemble à Sucy, en Brie, et puis la coordination France Moelle Espoir. Donc on fait des manifestations pour enregistrer des jeunes donneurs, qui soient inscrits longtemps sur les fichiers, pour le don du sang, le FS, et puis aussi participer au financement de la recherche, ça je l'ai dit à travers les journées nationales, l'accompagnement psychologique. On a un cabinet à Paris, rue Beautreilly, de Madame Marcignac-Pinel, qui organise des visites à domicile pour soutenir les familles, et l'association prend en charge les 10 premières séances. Voilà, pour l'essentiel. Et ces journées nationales contre la leucémie, c'est jusqu'à samedi, des animations partout en France, dont cette collecte samedi. C'est au magasin Carrefour de Montesson, et vous pouvez également, vous l'avez dit, Pascal Halt, faire un don directement. Ça, c'est sur le site de 100% la vie. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Pour tout don, voilà, vous recevez un petit bracelet, Journée nationale contre la leucémie. Voilà, il n'y a pas de petit don. Ne rien donner, même si on a parfois honte de donner 2 €, c'est idiot. Il faut donner quelque chose parce que ça montre son attachement et sa solidarité à cette cause. Et Grégory, je vous donne le premier bracelet de cette journée. Merci. Ainsi que la clé USB. Merci Pascal Alté. Je rappelle que vous êtes le président de cette association 100% la vie. Merci de votre accueil. L'action ce matin de quelques commerçants de la rue Hélène Boucher et de voisins Le Bretonneux. Ils ont pu rencontrer la maire de la commune, Alexandra Rosetti, pour lui faire part de leurs inquiétudes sur les travaux de l'axe. Jusqu'au 25 juin, la rue très endommagée est en réfection. Un chantier en 5 phases qui prévoit des restrictions de circulation. 9 commerces sont concernés par ces travaux. Certains de leurs propriétaires dénoncent
dénonce un manque de communication de la mairie et de l'agglomération sur ce chantier. Il demande également que les modalités de circulation soient revues pour ne pas faire chuter leur activité. Les propos sont collectés par Patrick Jacques de Dixmude. Un garagiste automobile qui se voit fermer son tronçon pendant 15 jours sans, jusqu'à maintenant, d'accès possible, ni pour lui ni pour ses clients. Donc pour un garagiste automobile, c'est un peu compliqué de ne pas travailler pendant 15 jours. On ne peut pas admettre, en tout cas accepter, qu'une voie soit entièrement fermée et qu'aucune circulation ne soit possible pendant une période donnée. La gestion des déchets nucléaires en question, un débat public se tient jusqu'au 25 septembre dans le cadre du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Selon l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, 1 million de mètres cubes de déchets nucléaires sont stockés en France sur différents sites. Alors l'ONG Greenpeace s'est saisie de ce sujet. Une grande journée de mobilisation se tient samedi sur tout le territoire et à Versailles, il y aura également une action. On en parle avec mes deux nouveaux invités, Julien Pellissier et Éric Vassallo, bonsoir, du groupe local de Greenpeace Versailles. Alors, on va parler bien sûr de cette action que vous organisez samedi. Déjà, pourquoi il est important pour vous de se mobiliser sur cette question des déchets nucléaires? Qu'est-ce qu'il faut dénoncer à travers cette action? Alors en fait, Éric Vassallo. Ouais, merci de nous recevoir déjà. Donc on se saisit de cette opportunité de cette rediscussion du plan de gestion des matières nucléaires, pour remettre à nouveau sur la table la problématique de la production d'électricité par le nucléaire en France, qui est très polluante, puisqu'en fait elle produit actuellement 1200 tonnes de déchets par an. Donc c'est effectivement un gros problème. Et donc ce qu'on vient défendre nous, c'est la prise en compte de ce débat par tous les citoyens pour qu'ils puissent participer à cette opportunité et prendre part pour faire valoir leurs paroles. Nous, ce qu'on défend, c'est qu'il faut fermer le robinet des déchets. Et pour fermer le robinet des déchets, il faut sortir du nucléaire. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il faut arrêter de stocker tous ces déchets-là qui sont nuisibles. Il faut arrêter de les transporter. Il faut les comptabiliser proprement. Et enfin, il faut mettre fin au projet d'enfouissement de Cigéo, qui est la solution qui est actuellement retenue par la France. Qui a un projet d'enfouissement dans le département de la Meuse, c'est ça ? Oui. D'enfouissement de ces déchets nucléaires. Alors il y a un rapport d'ailleurs, vous parliez du problème au niveau français, il y a un rapport au niveau mondial aussi qui a été publié par Greenpeace en janvier. Il parle justement de crise mondiale sur cette question des déchets. Pourquoi parler de crise mondiale? Quelles sont finalement les conclusions de ce rapport? Alors en fait, on n'est pas le seul pays concerné par un projet d'enfouissement. En France, c'est effectivement Cigéo. Il n'a pas encore vu le jour, c'est un petit rappel, et il est en discussion cette année en 2019. Et c'est pour ça, à cette occasion, il y a un débat public sur cette question. Mais il faut savoir que dans d'autres pays, comme les États-Unis, la Suède ou l'Allemagne, il y a déjà eu en application des projets d'enfouissement qui ont abouti à des échecs, et ces projets sont en suspension. Donc cette problématique n'est pas liée uniquement au parc nucléaire français, mais au parc au niveau mondial, et toute la population s'en saisit, parce que le risque est majeur, c'est un sujet très sérieux. Alors aujourd'hui, le parc nucléaire français, il y a 58 réacteurs sur le territoire français. Selon vous, aujourd'hui, il n'y a pas de solution satisfaisante pour gérer ces déchets. Il y a une saturation des installations qui gèrent ces déchets, qui les stockent? Alors, non, il n'y a pas de solution satisfaisante, parce que les matériaux usagés qui sont mis en dépôt suite à leur utilisation pour produire de l'énergie par les centrales restent toxiques. Ce sont des produits radioactifs. Donc, tant qu'on en produira, on aura à gérer le problème de stockage ou de mise à l'écart de ces ressources. Et la problématique, c'est quelque part un mauvais cadeau qu'on lègue aux générations futures qui vont devoir porter pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Alors pour se saisir de ce sujet, la gestion des déchets nucléaires et aussi le rendre accessible au public, Greenpeace France a lancé une carte interactive, je vais y arriver, sur son site internet pour connaître la présence des déchets nucléaires près de chez vous. Alors selon cette carte, en tapant par exemple Versailles sur cette carte, on constate qu'il y a autour de la ville plusieurs transits de ces déchets nucléaires. On nous rappelle aussi la présence du CEA à Saclay, qui a plusieurs activités liées au nucléaire, la présence aussi d'une ancienne décharge de déchets radioactifs. Le but
but de la démarche, quel est-il? C'est justement d'informer le grand public sur cette question. Alors effectivement, je pense que la population est largement sous-informée du problème, malgré les nombreuses consultations qu'il y a eu par le passé. Je pense que leur ampleur n'a pas été suffisante. Aujourd'hui, c'est une bonne action que fait le gouvernement de lancer un débat. Greenpeace est là pour appuyer cette action-là de façon locale et de façon complémentaire en soumettant ces informations sous forme de cartes, sachant que tout le territoire est concerné. Je pense que beaucoup de la population, un pourcentage de la population ne sait pas qu'ils sont à proximité soit d'un lieu de stockage nucléaire, soit d'un lieu de passage, parce qu'il y a beaucoup de transport de déchets nucléaires. Et donc c'est tout aussi dangereux qu'un lieu de stockage. Voilà. Donc cette carte, elle est interactive sur le web. Elle sera présente lors de la journée d'action dont nous allons parler. D'ailleurs, on est dans le même état d'esprit, c'est d'informer bien sûr le grand public. C'est pour ça que Greenpeace organise une grande journée de mobilisation à travers toute la France. Tout à fait. On n'est jamais suffisamment informé. Donc on est là pour s'en assurer et pour aussi accompagner le citoyen pour aller plus loin, pour lui montrer qu'il y a des actions qu'il peut faire. Il peut déjà participer au débat, il peut interpeller le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, et communiquer autour de lui, et aussi changer de fournisseur d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres sources de production d'électricité, il n'y a pas que le nucléaire, il y a aussi les énergies renouvelables. On promeut ces sources d'électricité, et en changeant de fournisseur, on accompagne cette transition-là. Alors donc je rappelle que c'est juste prévu samedi cette action à Versailles. Est-ce que des événements de ce genre sur la protection de la planète, est-ce que vous avez l'impression que ça attire toujours plus de monde? Est-ce que les Français, les Yvelinois sont davantage mobilisés sur ces questions? On a vu plusieurs centaines de personnes la semaine dernière pour une marche pour le climat à 50 en Yvelines. Les Français, les Yvelinois se saisissent davantage de ces sujets? Alors, on l'a encore vu à l'occasion des élections européennes. On pense qu'il y a un climat qui rend particulièrement sensible les gens à la question de l'environnement. Avec la 3e place d'Europe Écologie Les Verts, on a vu que ces questions étaient, en tout cas, intéressaient les Français. Tout à fait. Et nous, on le vit au travers de l'animation de notre groupe local, où on voit de plus en plus de gens venir à nos réunions, demander d'être acteurs du changement et voulant prendre part à la défense de l'environnement. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience collective. C'est clair et c'est indéniable. Un mot pour terminer sur votre groupe local. De combien de membres est-il composé? Quel type d'actions vous organisez tout au long de l'année? Alors il y a une multitude d'actions. Moi j'ai qu'une ancienneté d'1 an. Eric pourra compléter mes propos. On va dire qu'on est entre 50 et 100 membres sur le groupe local, uniquement à Versailles. Il y a beaucoup de groupes locaux et nos interventions sont diverses et variées. On accompagne la direction Greenpeace France. Là, aujourd'hui, c'est le nucléaire. Après, il y aura d'autres actions dont la visibilité est plutôt à Eric qui complète. Mais on arrive à la fin de cet entretien. En tout cas, la prochaine action, c'est ce samedi à Versailles. On peut avoir toutes les informations sur le site de Greenpeace Versailles, en tout cas sur la page Greenpeace Versailles. Il y aura aussi un hashtag qui est mis en place pour cette journée. Hashtag 0 déchets nucléaires. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires au suivi des actions que va mener Greenpeace au travers de la France. Et on invite tout le monde à relayer toutes les actions qu'on va poster sur Twitter et Facebook pour les partager et faire passer l'info. Julien en a parlé aussi sur le site de Greenpeace. Vous pouvez trouver une lettre ouverte à François de Rugy, notre ministre de la Transition écologique. Et vous pouvez utiliser cette lettre ouverte pour l'interpeller sur le changement nécessaire et le rappeler à ses engagements quand il était pas encore ministre, mais vous à d'autres fonctions. Merci Éric Vassallo, merci également à vous Julien Pellissier. Merci. Je rappelle que vous êtes du groupe local de Greenpeace à Versailles. Le sport et du football, dernière ligne droite pour la Coupe du Monde féminine en France. L'événement s'ouvre ce vendredi au Parc des Princes avec le match France-Corée du Sud. Les Bleus, avec un E, se préparent actuellement dans les Yvelines à Clairefontaine. Un entraînement a été ouvert ce matin aux enfants venus notamment de Croissy-sur-Seine. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Ils ont fait beaucoup de bruit. Plus de 400 jeunes venus principalement de Croissy-sur-Seine se sont rendus ce lundi matin à Clairefontaine pour un entraînement de l'équipe de France féminine. Un rendez-vous programmé 4 jours seulement avant leur premier match de Coupe du Monde. J'aime bien, ça me donne envie de crier allez les Bleus. C'est bien parce qu'on les voit pas tous les jours. C'est des professionnels. Allez les Bleus. C'est pas tous les jours qu'on peut les voir. C'est des joueuses professionnelles. C'est magnifique, ça me donne envie de devenir pro, d'y aller. Ville sélectionnée par la FIFA, Croissy-sur-Seine recevra les Bleus pendant la Coupe du Monde pour créer l'effervescence. La commune n'a pas hésité à affréter plusieurs bus pour emmener les jeunes à la session.
D'avoir la joie, d'avoir des enfants heureux. C'est pour ça qu'on a accueilli l'équipe de France. C'est pour transmettre ces valeurs de sport et d'amour et de joie qu'on retrouve ici dans un stade. Après les tribunes, direction les terrains, la matinée s'est terminée par une séance de dédicace avec les joueuses. Tous ont voulu un souvenir de cette journée. Plus la compétition approche, plus ça grandit, plus il y a d'effervescence. Donc c'est bien pour nous, c'est positif. Les enfants ils sont pleins d'énergie, donc on en prend, c'est bien. Ça fait plaisir, hein. En plus il y a beaucoup d'enfants. Et c'est vrai qu'à notre âge, on rêvait quoi, de ça. Ils font beaucoup de bruit aussi. Hein. Ouais, c'était une belle surprise ce matin, c'était agréable. Après avoir rencontré les jeunes de Croissy-sur-Seine, les Bleus fouleront pour la première fois la pelouse du stade Omnisport de la ville ce jeudi 6 juin pour un entraînement à huis clos, avant leur premier match contre la Corée du Sud. Et à quelques jours de l'ouverture du mondial, le district des Yvelines organisait samedi une journée entièrement dédiée au football féminin. Une trentaine d'équipes du département y a participé. Manifestation à la fois sportive et festive puisque 3 finales départementales se sont jouées dans l'après-midi. Le retour avec Marilène Yapichino et Aurélie Ronze. Les gens nous demandent qui vous êtes. Ces jeunes footballeuses de l'US Guyancourt viennent de remporter la Coupe des Yvelines dans la catégorie U16. Depuis quelques années maintenant, le district du département organise une journée dédiée au football féminin. Quand on faisait les finales garçons en même temps que les finales filles, le public allait vers les finales garçons et puis il n'y avait personne devant les finales filles. Un jour, on a décidé que les finales filles se passeraient en tant que telles, justement pour en faire la promotion. Et à quelques jours du lancement du mondial féminin de football, les Yvelinoises ont démontré qu'elles n'avaient plus rien à prouver sur le terrain. Ouais, c'est bien parce que il n'y a pas que les garçons qui peuvent gagner, il y a aussi les filles. C'est ça. Et on est aussi compétentes que les garçons. En plus de 3 finales départementales, des animations étaient proposées toute la journée au public. Il y a 5 ans, le département des Yvelines comptait 972 joueuses. Aujourd'hui, elles sont 2181 à manier le ballon rond. Je pense que les parents ont pu commencer à découvrir le foot féminin et mieux le comprendre parce qu'effectivement les filles au foot, c'est pas toujours évident pour les parents et là je pense que ça commence à se démocratiser donc c'est plutôt bien. C'est dans la bonne ambiance en plus, il y a pas parce que le football masculin, surtout à ce niveau-là, c'est beaucoup plus violent pour pas dire autre chose. Et pour clôturer cette journée, l'équipe féminine senior de Trappes l'a emporté 5-2 face à Carrières-sur-Seine. Et qui dit sport dit forcément Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. En tout cas pour TV78, comme chaque lundi vos résultats sportifs, vous nous livrez les résultats sportifs du week-end, pas que du football, il y avait aussi du handball. C'est ça, plaisir, c'est fait. Plaisir pour sa dernière journée en National 3. Les Plaisirois déjà assurés de descendre l'année prochaine. On prenait un jeu offensif face à Stella Sport. Ils se sont finalement imposés sur le score de 32-26, une victoire qui n'aura aucune conséquence au classement. Plaisir termine 10e sur 12 équipes. Il n'aura manqué qu'un point aux joueurs de Victor Garriguet pour se maintenir. Le bilan de la saison, 6 victoires, 4 nuls et 12 défaites. Rendez-vous l'année prochaine en pré-national. Direction à présent Montigny-le-Bretonneux. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les féminines. Dans le championnat de National 2, Montigny-le-Bretonneux n'a pu faire mieux que match nul sur le terrain de Stella Sport Saint-Maur ce samedi soir. Score final 28-28, un résultat qui n'a aucune conséquence au classement. Les Illes-Montagnes, coachées par Denis Cholet, terminent à une décevante 8e place à 13 points du podium. Les 11 défaites concédées ont pesé dans la balance. On parle maintenant baseball, Mickaël. En première division, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux jouaient ce week-end la 9e journée du championnat contre les Comès de Metz. Et les Illes-Montagnes ont remporté la première partie sur le score de 16-0, mais se sont fait surprendre le second match. Ils ont perdu 10-7. Les Cougars restent 2e de la poule B avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites. Et ils sont toujours qualifiés pour les play-offs de fin de saison. Leur prochain match est programmé le 16 juin prochain à domicile contre le PUC de Paris. Décidément, sport collectif, sport de balle. On termine par du basket. L'entente Le Chesnay-Versailles a connu un week-end magique. Les seniors se sont imposés face à Paris en finale de play-off de pré-national sur le score de 92-60. Vous avez bien entendu, 92-60. Le match s'est déroulé sur terrain neutre dans un Final Four à Palaiseau. Résultat qui leur permet de monter en National 3 la saison prochaine, une année historique. Merci Mickaël. Et l'entente Le Chesnay-Versailles que vous allez recevoir dans votre émission le 7-8 Sport, c'est dans quelques minutes sur TV78. Ça ne vous a pas échappé, hein. Ce week-end, la chaleur et le soleil se sont fait attendre. Ils étaient de retour en tout cas ce week-end. Certains en ont profité pour se rafraîchir avec la montée des températures, hein, des températures au-delà des 30
30 degrés. L'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines proposait notamment des jeux d'eau aux visiteurs. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Il a fait beau, il a fait chaud durant les premiers jours du mois de juin à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Le parc a fait le plein, près de 35 000 visiteurs pour le samedi 1er et dimanche 2 juin. Enfin, l'été est arrivé au 1er juin et donc ce week-end, nous avons eu notre premier vrai week-end de saison avec une affluence exceptionnelle par rapport à ce que nous avons connu là au mois de mai. Avec des températures autour des 30 degrés, les jeux d'eau ont eu beaucoup de succès. Serpents à eau, piscines et fontaines, parents et enfants ont pu en profiter pour se rafraîchir. Les enfants ils avaient chaud, alors on cherchait un endroit où se rafraîchir, où se baigner et du coup on est venu ici. On a fait une promenade au bord du lac, on a mangé, on fait un pique-nique et maintenant on est ici et on va un peu s'amuser avec le petit. Mais les enfants ont aussi répondu aux questions de notre journaliste et n'ont pas hésité à l'arroser. Et alors qu'est-ce que tu fais avec ton fusil à eau là? J'ai la de l'eau sur mon frère. Ah ouais? Tu peux me montrer? Tu peux me montrer? Comme ça. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, j'en prends plein aussi. C'est pas mal. C'est la fin de ce 7-8 journal. Belle soirée avec TV78.